Le travail doit-il rendre heureux, doit-il épanouir ou bien n'est-ce qu'un moyen de subsistance, un devoir? Les bons sentiments ont-ils leur place dans notre univers professionnel? Bonjour Philippe Rodet, vous publiez ce livre, La bienveillance au travail, et c'est justement notre sujet. Nous allons parler tout de suite de votre instant T. Votre instant T, eh bien, vous êtes médecin urgentiste, vous allez dans des pays en guerre, et puis un jour, vous changez complètement de galaxie, vous rentrez dans les entreprises et vous décidez de travailler justement sur la bienveillance. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel a été ce fléchissement, ce qui a provoqué effectivement ce changement? Bonjour. Effectivement, j'ai un instant T qui en pratique un petit peu large. Ma vie est faite de hasard et de rencontres. Mon premier stage d'externe, quand je commence à mettre les pieds à l'hôpital, je le fais en réanimation. Et là, j'assiste au décès d'un enfant de 15 ans qui avait mis fin à ses jours parce qu'il échouait à l'école. C'est forcément l'horreur absolue, c'est un moment violent. L'année suivante, je vais assister à une conférence d'un homme qui parle de l'influence de la motivation dans la réussite dans l'entreprise. Et c'est là que je vais commencer à m'intéresser à la motivation. Et je vais le voir à la fin de sa conférence, je lui dis, ces leviers de motivation qui permettent de réussir dans l'entreprise, est-ce qu'on pourrait les utiliser auprès de jeunes en situation d'échec à l'école? Il me dit que oui, il faut juste les adapter, on l'expérimente, on obtient des résultats intéressants. Je vais ensuite vérifier que cela puisse s'avérer efficace auprès de sportifs de niveau. Et là encore, on obtient des résultats. Et je me rends compte à ce moment-là, grâce à des analyses de biologie, que quand la motivation augmente, une hormone du stress va baisser. Et c'est ça, ce qui va m'intéresser par la suite, c'est l'influence de la motivation sur le stress, du stress sur la motivation. Et puis, toujours avec ce regard de médecin, parce que je rappelle quand même, en tant que médecin urgentiste, vous étiez dans des situations extrêmement stressantes et vous avez traité le cas de gens en en plein stress. Donc, vous avez réussi à obtenir justement ce travail sur le stress dans toutes les situations, y compris les plus dures. Bien, effectivement, comme tout médecin qui veut donner un peu de sens à sa vie, quand je deviens médecin urgentiste, je décide de faire un peu de médecine humanitaire. J'ai travaillé au Burkina Faso, en Brousse, je suis en Roumanie, à la fin de Ceausescu, quand il y a des troubles, puis à plusieurs reprises à Sarajevo pendant la guerre. Et dans Sarajevo en guerre, là où les tensions au niveau de l'équipe sont maximales, je me rends compte que mes mêmes petits leviers maintiennent l'équipe soudée et diminuent le niveau de stress. Alors, vous faites une rencontre. Expliquez-moi, une grande dame que vous avez rencontrée, que vous avez croisée, qui vous a donné un conseil. Ça a été votre deuxième instant T. C'est un instant T très fort, effectivement. Je veux savoir, à un moment, après m'être intéressé à l'échelle individuelle, ce que peut donner la motivation à l'échelle collective. Et je décide de voir si à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une cité, il y a déjà eu des exemples. Et je vais rencontrer à ce moment-là Jacqueline de Romilly, qui est une académicienne atypique et qui a consacré sa vie à la Grèce antique. Et je lui dis, Madame, est-ce que la notion de motivation existait dans la Grèce antique? Et elle me dit, oh, bah, écoutez, il faut que je recherche. Elle trouvera une phrase de Thucydide qui va m'encourager à aller dans cette voie. Thucydide disait, la cité sera mieux défendue par l'engagement de ses habitants que par l'épaisseur de ses murs. Eh bien, c'est à ce moment-là que je prends conscience que c'est possible à l'échelle collective. On continue à échanger sur ce sujet avec Jacqueline de Romilly et elle me poussera à créer le cabinet qui s'appelle BIEN, qui est l'abréviation de bien-être et entreprise. Alors voilà, c'est votre métier d'aujourd'hui. Vous rentrez dans les entreprises et vous bossez avec le DRH, le patron, etc. pour remotiver les troupes, mais pas n'importe comment. Racontez-moi, quel est votre travail exactement? Alors si vous voulez, on a un contexte à l'heure actuelle qui est problématique. C'est qu'on a un niveau de stress qui ne cesse d'augmenter. En 10 ans, en France, on est passé de 40% de personnes qui s'estiment stressées à 64%. Et en parallèle, le pourcentage de collaborateurs très motivés baisse. On est passé de 42% à 28%. Donc c'est un problème économique pour les entreprises. C'est un problème en termes humains, en matière de santé et aussi économique. Et c'est un problème, pardon, qui coûte très cher à la société. Oui, le coût du stress professionnel en France, selon le BIT, est estimé à 51 milliards d'euros par an. D'accord. Donc face à ce problème-là, vous intervenez. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vous parliez de petits leviers. Quel est votre travail exactement? Eh bien, tout d'abord, on va donner des clés aux personnes pour se protéger des effets du stress. En France, sur ce point, on est très en retard. On ne se protège pas, ou c'est exceptionnel. Il faut qu'on se donne les moyens de se protéger et on va donner des clés à des personnes pour savoir se protéger. Ensuite, ça veut dire quoi concrètement? Parce que là, vous me dites on va vous donner des... C'est avoir, par exemple, une activité physique régulière et modérée. Marcher 30 minutes par jour, monter 21 marches, c'est pas énorme, mais ça suffirait à être protecteur. C'est faire un petit peu attention à son alimentation, pas apporter des éléments qui sont trop présents dans notre organisme quand on est stressé. C'est prendre le temps, le soir, de s'accorder 3 minutes. On prend une feuille de papier, on note d'un côté ce qui s'est mal passé dans la journée, de l'autre ce qui s'est bien passé. On repère les 3 points les plus importants à ses yeux et on se focalise dessus en se couchant. Alors ça, c'est presque un regard médical. Il y a aussi la façon dont les boss gèrent leurs employés. Parce que le niveau de stress de l'employé, c'est aussi et avant tout la façon dont il est
manager. Là, vous intervenez auprès des patrons et vous n'hésitez pas à leur dire, là, ça ne va pas. Vous gérez de façon catastrophique le niveau de stress de vos employés. Comment faites-vous? Comment élaborez-vous ça? Je leur montre qu'en se comportant bien, on peut aller chercher à la fois de la santé et du succès. Si on diminue un petit peu le niveau... Ça veut dire quoi, se comporter bien? Entrez dans les détails. Par exemple, donnez-moi des exemples. Faire en sorte qu'un collaborateur sache à quoi il serve. On ne va pas aller chercher un collaborateur où le sens est évident. On va aller dans un hypermarché, une hôtesse de caisse. Si je lui dis, madame, à quoi servez-vous? Elle va me dire, à encaisser. Je suis le dernier maillon entre le magasin et le client. Et si je lui dis quoi d'autre, elle me dit, bah, c'est tout. Mais vous n'avez pas des personnes âgées qui viennent 3 fois par jour et qui vont échanger avec vous parce qu'elles s'ennuient? Ah bah si, on a toujours nos personnes âgées, elles passent toujours avec la même hôtesse, elles discutent, pour Noël, elles nous font un petit cadeau, c'est formidable. C'est du lien social que vous recréez. Ah oui, vous avez raison. Ah ça, c'est le plus beau côté de mon métier. Mais elles ne le voient pas forcément. C'est dire à des managers, soyez vigilants, faites en sorte que vos collaborateurs sachent à quoi ils servent. Eh bien, on va continuer à parler de tout ça. Restez avec nous, on se retrouve juste après les infos. L'instant T, c'est aussi un point de vue, c'est aussi une expertise. Je reçois aujourd'hui Philippe Rodet. Philippe Rodet, vous êtes auteur de La bienveillance au travail. Votre métier, c'est d'aller dans les entreprises et justement essayer d'y mettre un petit peu de sentiment, d'amour et de bienveillance, mais aussi d'efficacité, parce qu'on l'a vu dans la première partie de l'émission, le stress, la démotivation, ça crée l'inefficacité au travail et ce n'est pas bon pour les patrons. Donc, ils font appel à vous pour cela. Je voudrais qu'on regarde une petite vidéo d'abord, avant de discuter. On en discutera ensuite. Une petite vidéo, vous avez vu le mouvement des Gilets jaunes, oui. Et on a vu des gens qui travaillent pour peu et qui ont l'impression de ne servir à rien ou pas grand-chose. On écoute le témoignage d'une femme. Se battre, c'était conjurer ce désespoir social. Mais Florence est usée par un métier physiquement difficile, des horaires flexibles et un salaire moyen de 650 € net. Je vais faire les vestiaires du personnel, où est conçu des douches, des WC, des couloirs de circulation, donc qui me prend beaucoup de temps. C'est quoi le job que vous rêviez de faire? Oh, j'ai plus de rêve à mon âge. À mon âge, moi, j'ai plus de rêve. Alors, sur des métiers aussi ingrats, est-ce que vos bonnes méthodes sont efficaces? Je crois qu'il faut bien sûr être honnête. Il faut que les gens gagnent correctement leur vie. Mais à un niveau de salaire identique, entre quelqu'un qui sait pourquoi il se lève le matin et pourquoi il va travailler et quelqu'un qui ne le sait pas, on a de grosses différences. Oui, mais en même temps, cette femme, on voit bien, c'est compliqué de trouver une motivation lorsque, comme elle l'explique très bien, on nettoie les toilettes, on balaye les couloirs. Est-ce que vous arrivez, vous, qui faites du conseil justement pour la bienveillance, la remotivation dans les entreprises, lorsque vous allez voir une femme qui travaille comme ça, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Vous savez, je me souviens un jour avoir rencontré une dame qui triait des ordures sur un tapis pour que le tri soit optimisé. Parce que les personnes ont parfois tendance à pas tout à fait respecter les bonnes poubelles. Et cette dame me dit « Ah, je fais un métier merveilleux. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est utile. On trouve de tout. Heureusement que je suis là pour les trier. » Eh bien, ça paraissait pas évident au début de lui trouver du sens, et il pouvait y avoir du sens. Je crois qu'il faut qu'on ait conscience, beaucoup plus qu'on l'a actuellement, qu'on doit expliquer à nos collaborateurs, qu'on doit expliquer à toute personne à quel point elles sont utiles. Je crois que ce mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi un mouvement qui traduit un manque de considération terrible dans notre pays. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter. C'est que le manque de considération, le manque de bienveillance, puisque c'est le titre de votre livre, comment se fait-il, puisque vous me dites que c'est très efficace, la bienveillance et la considération, ça fait mieux travailler les gens. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans des situations comme celle de cette femme? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans des situations où les patrons où les politiques ne comprennent pas à quel point c'est important? C'est quoi? C'est notre âme humaine qui ne peut pas s'empêcher de maltraiter? Ou quelle est l'explication? Ce sont des efforts de comportement. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on va ressentir quand on veut sensibiliser des personnes, quand on veut faire évoluer des comportements. Apprendre à servir d'un logiciel, c'est très facile. En général, au bout de quelque temps, on sait. Mais modifier son comportement, c'est très difficile. Et c'est pour cela que l'on met des stratégies en place qui sont un petit peu atypiques. On parle de phase de sensibilisation, où on va faire prendre conscience à des personnes, à des managers, de l'intérêt de bien se comporter. Ensuite, il y a une phase d'incitation. On va demander aux managers, 3 semaines après, d'envoyer un mail ou d'organiser une table ronde où il y aura différents managers qui ont participé pour expliquer ce qu'ils ont mis en place.
et des rappels fréquents sous forme de newsletter ou d'autres choses. Eh bien, si on n'a pas ces 3 phases, on ne fera pas bouger un comportement. Alors vous me disiez, mais pourquoi est-ce que tous les patrons ne le font pas? Je crois Si c'est si efficace. Exactement. Eh bien, je crois que ce qui est rassurant, c'est qu'il y en a de plus en plus qui le font. Il y a des patrons qui s'engagent jusqu'à faire une préface d'un ouvrage sur ces sujets. Oui, je ne suis pas sûr. La préface est faite par le patron des FAGE, donc pour votre livre. C'est le président, effectivement, directeur général du groupe FH, Benoît de Ruffray, qui a accepté de faire cette préface. Je ne suis pas certain qu'il y a 10 ans, un président d'un groupe de BTP aurait pu la faire. Il y a donc une évolution qui se fait. Si vous me dites que ça ne va pas assez vite, je serai d'accord avec vous, mais ça va dans la bonne direction. Alors, une évolution qui se fait, mais néanmoins, 63%, c'est une étude qui vient de sortir, 63% des Français avouent s'ennuyer au travail, un phénomène considéré comme tabou quand des millions de Français sont au chômage. Alors effectivement, on en parle peu, mais en plus de Français disent qu'ils s'ennuient. Alors là, quand on parle de démotivation, visiblement, vous dites que d'un côté, les présidents des grandes boîtes ont compris qu'il fallait motiver, mais d'un autre côté, les gens français s'ennuient de plus en plus. Alors, est-ce qu'ils osent avouer un peu plus ou est-ce que vraiment les métiers sont de plus en plus ennuyeux? Je crois que les objectifs ne sont pas toujours optimisés. Ce sont les travaux de Mialis Sizon-Mialis, ce psychologue d'origine hongroise, qui dit si l'objectif est juste au-dessus de ses capacités, la personne va entrer dans un état de flow, un état de concentration optimale où elle sera pleinement efficace. Eh bien, cette notion reprise actuellement par un professeur de neurophysiologie belge, Guy Chéron, qui dit il faut que l'être humain, pour qu'il soit efficace, soit en marche vers un défi possible. Eh bien, vous savez, quand on va dans des entreprises, les objectifs sont parfois inatteignables avec des personnes qui vont altérer leur confiance en elles, sont parfois trop bas, sont parfois mal situés. Eh bien, il faut qu'on se pose la question du niveau des objectifs. Et là, on aura beaucoup moins de personnes qui vont s'ennuyer. Si en plus la personne prend conscience de ce à quoi elle est utile, vous avez la chance de faire un métier où on sait à quoi on sert. Mais combien de personnes ne le savent pas? Eh bien, si on jouait rien que sur ces 2 paramètres, si on veut un 3e, on va leur accorder un peu d'autonomie pour qu'elles prennent conscience qu'on leur fait confiance. Mais accorder de l'autonomie, c'est un effort énorme. Je ne contrôle plus, je ne peux plus vérifier. Eh bien, oui, mais on aura quelqu'un qui va sentir qu'on lui fait confiance et on aura une personne qui va se réaliser, qui ne s'ennuiera plus. Merci Philippe Rodet, merci. Et puis donc il faut lire effectivement peut-être votre livre, Bienveillance au travail, pour avoir quelques conseils très pratiques. En tout cas, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très vite et on se quitte avec Travailler c'est trop dur, musique d'Alpha Blondy. Merci beaucoup. Travailler c'est trop dur, voler c'est pas beau. France Télévisions,